Depuis 2016, de très nombreux transferts s'approchent ou même dépassent les 100 millions d'euros, un montant absolument lunaire qui illustre bien la cassure entre la réalité de notre vie quotidienne et le monde du football. Un montant réservé à certains clubs élus qui, malgré la somme dépensée, réussissent quand même à se tromper et à ouvrir la porte à ce genre de transfert pour des joueurs qui n'ont pas l'étoffe. Alors si d'habitude j'aime me pencher sur ce qui est négatif, aujourd'hui on va parler positif, ça va faire du bien, et on va s'intéresser à un transfert tellement réussi qu'il a transformé la stratégie du club, l'arrivée de Jude Bellingham au Real Madrid. Cette saison du Real devait être une saison de transition. Encore une, mais cette fois, cela devait être la dernière puisque Modric, Kroos, Benzema, Ancelotti et tous les anciens devaient enfin quitter Madrid ou partir à la retraite à la fin de 2024. Des plans étaient en place pour récupérer Mbappé, d'autres pistes étaient étudiées et bien évidemment, Xabi Alonso était clairement étudié pour libérer Ancelotti de son mandat, plus que réussi, et lui permettre une dernière aventure avec le Brésil de Vinicius. Mais en à peine quelques semaines avant la fin d'année, tout a basculé. Benzema a décidé de partir en Arabie Saoudite avant tout le monde, Xabi Alonso a déclaré vouloir rester en Allemagne, et c'est encore flou si ce sera au Bayer Leverkusen ou à Munich. Ancelotti n'a finalement pas accepté de rejoindre le Brésil, et les plans pour signer Mbappé ont petit à petit été écartés de la liste des pistes principales pour cet été. Tous ces changements viennent mettre un flou sur l'avenir du Real, mais sont explicables par un simple fait, l'avènement de Jude Bellingham. Lorsqu'il arrive pour plus de 100 millions d'euros, tout le monde se demande si Florentino Pérez n'a pas pété un câble. Il arrive pour un montant affolant alors que le Real se serrait la ceinture depuis quelques années. Son statut est différent des autres recrues, bien que son profil reste celui d'un jeune prometteur considéré comme une des plus belles prouesses au monde et son poste de milieu de terrain, signifie qu'il rejoint le secteur le plus chargé de l'effectif madrilène. Cette phrase était longue, je vais arrêter de faire ça. Beaucoup se demandent si dépenser autant était une bonne idée, surtout que peu après les rumeurs d'un tel accord, le départ de Benzema devient officiel, renforçant le manque de compréhension de beaucoup d'acteurs entourant le Real Madrid. Sans buteur, aucun investissement ne sera fait à ce poste, des Areca et une Crandall Colomouani qui correspondaient au poste et aux besoins ne seront même pas contactés, et c'est l'arrivée de l'anglais qui prendra toute la place dans ce mercato. Très vite, la fenêtre se termine. La préparation permet de comprendre qu'Ancelotti a une idée derrière la tête, mais l'inquiétude règne parmi les supporters. Benzema était plus qu'un simple buteur, il était le leader offensif, celui qui avait permis tellement de scénarios incroyables, notamment en Ligue des Champions, un symbole des 2 dernières saisons du club, et son départ imprévu a mis le doute chez pas mal de gens qui ont pensé que le Real allait être plus faible cette saison que l'an dernier. Alors aujourd'hui, j'écris la vidéo, on est le 22 janvier, et si moi aussi j'ai pensé que le Real s'était affaibli, et bah là encore, c'est un homme qui nous a fait tous nous tromper, encore le même, Jude Bellingham. En comprenant qu'il n'aurait pas de buteur, Ancelotti a décidé de transformer son 4-3-3 en 4-4-2, permettant à Bellingham de s'incorporer dans la nouvelle formation. Un choix similaire à ce que Zidane proposait, mais bien différent. Avec des ailiers qui doivent jouer plus axial que coller à la ligne comme à leur habitude, des latéraux se sont retrouvés surresponsabilisés, devant créer le danger sur leur côté tout en devant défendre lorsque l'équipe perd le ballon. Un changement brutal puisque l'an dernier, les latéraux restaient très souvent bas sur le terrain, et c'est un changement qui a permis d'exploiter à nouveau Carvajal, mais aussi le jeu en combinaison entre les offensifs et les milieux. Et c'est là que Jude Bellingham intervient. À Dortmund, il était dans un double pivot avec un profil souvent plus défensif. S'il avait beaucoup d'importance dans la construction bas sur le terrain, il pouvait participer à l'attaque, mais ne devait jamais oublier ses tâches défensives, qui limitaient son impact dans cette zone. Jusqu'à l'an dernier, où avec les nouveaux changements, il s'est retrouvé avec plus de liberté offensive, un début d'évolution qui a été freiné par son environnement. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, Dortmund n'est plus un endroit favorable au développement, en tout cas pour l'instant. C'est un amas de joueurs sous un coach dépassé qui survit grâce aux exploits individuels, aucune cohérence tactique, aucune continuité dans l'effectif n'a été donné au cours des dernières années, ce qui signifie que Bellingham n'a pas pu profiter d'une stabilité pour s'améliorer. Son départ était une bonne chose, il avait le choix entre Liverpool, Manchester City, le Real Madrid, et contre toute attente, il a fini par choisir l'ancien club d'une de ses idoles, Zidane. Dans ce nouveau système d'Ancelotti, Bellingham se retrouve en tant que 10, derrière les 2 attaquants, un poste sur le papier qui n'a aucun lien avec son rôle sur le terrain. Dans la réalité, moins de tâches défensives pour lui, le plus gros de son travail se passe maintenant dans le camp adverse. La balle s'est dévoilée comme un milieu ultra complet, capable de redescendre pour la construction, capable d'exploiter et de créer des espaces, de combiner, d'être un appui dans le jeu pour ses coéquipiers et surtout capable de finir les actions. Bellingham est plus qu'un simple milieu, il est un joueur ultra polyvalent qui s'est vu offrir une liberté immense sur le terrain, qu'il exploite à merveille. Son profil est très difficile à expliquer, il est un mélange de beaucoup de joueurs. Dans une vidéo The Athletic, ça le compare même à Messi, dans sa capacité à entrer et à sortir des actions de jeu, dans son exploitation des espaces, sa capacité à écarter et à tirer ses adversaires, et toute cette magie
magie lui permet d'être aujourd'hui l'un, si ce n'est le meilleur joueur de la première partie de saison en Espagne. En 26 matchs, il a marqué 18 buts, délivré 8 passes décisives, faisant de lui l'un des joueurs les plus prolifiques au monde. Si beaucoup ont pensé qu'il allait être un effet de mode, qu'il était en train de vivre un pic inexplicable dans sa carrière, il est petit à petit en train de montrer qu'il s'agit bel et bien de son vrai niveau, en tout cas cette saison. À chacun de ses matchs, il éblouit, que ce soit par une combinaison, une frappe, un but, ou bien un déplacement vital dans la construction d'une action. Il est un joueur ultra complet, un modèle de footballeur, et sa réussite statistique et tactique est un coup absolument extraordinaire de sa part, mais aussi de celui qui en a décelé le potentiel. Avec Bellingham, Ancelotti vient sûrement de créer son chef-d'œuvre ultime, il a remis une ancienne formule au goût du jour, c'est impressionnant et c'est à mettre à son crédit. Il aurait pu bouder, crier dans les médias que son buteur n'a pas été remplacé, un peu comme tous les coachs le font depuis quelques années, mais non, il a cherché et trouvé une solution parfaite à un problème qui semblait insoluble. C'est d'ailleurs plus que remarquable, puisqu'en plus de l'effet Bellingham, tu as pu compter sur un effectif capable de réagir à tous les problèmes qui sont survenus. Bellingham est le seul joueur à marquer des buts, pas de soucis. Rodrigo se réveille et enfile enfin son costume et décide de profiter du manque en attaque pour devenir enfin le joueur que tout le monde attendait de lui. L'équipe n'arrive pas à profiter des espaces, bon, Modric entre et tu peux profiter de son talent balle au pied pour créer le danger et garder la possession. Vinicius se blesse, bon pas de soucis, Brahim Diaz entre sur le terrain et fait taire tous ceux qui doutaient de sa capacité à se mettre au niveau de l'équipe. La défense subit une rafale de blessures, Tchouaméni et Camavinga vont redescendre pour aider l'équipe à rester à flot. Et Rudiger cimente ce qui est l'une des meilleures périodes défensives de l'histoire du Real Madrid. Les blessures ont d'ailleurs été un gros problème sur cette première partie de saison avec Alaba, Courtois, Güler, Militao absents sur de longues durées et d'autres de quelques semaines comme Tchouaméni et Vinicius Junior qui ont sûrement aidé à la rotation de l'effectif mais qui ont été très contraignantes, montrant que dans le même temps, l'effectif n'est pas autant complet que ce que l'on pourrait penser. Bellingham lui-même s'est blessé, depuis il est obligé de jouer avec une protection et tu sens que ça influe sur sa performance, qui reste toujours incroyable. Si tu regardes bien, cette formule permet au Real Madrid de faire une vraie belle saison. Outre la défaite contre l'Atlético en Copa, tu viens de faire une phase de poule de LDC parfaite, en battant tout le monde au Bernabéu, comme chez eux. Tu as perdu un seul match en championnat contre l'Atlético encore une fois, tu as remporté une Super Copa, tu es toujours dans la course au titre contre Girona, et le tout pendant que ton éternel rival doit gérer de très nombreux problèmes en interne qui l'éloignent des places de concurrents. Barcelone était censé être le rival de l'an-saison, au final Xavi a tout ruiné, et tu te retrouves à les battre chez eux grâce à un doublé de Bellingham, et en finale de Supercoupe d'Espagne. Pour 2023-2024, plus que la Ligue des Champions, l'objectif était de faire oublier l'humiliation subie en Liga l'an passé, et pour l'instant, à part le meilleur club de Catalogne, personne n'arrive à suivre ton rythme. Le Real Madrid d'aujourd'hui est une équipe capable de relever tous les défis, une équipe capable de s'approprier plusieurs styles de jeu, et tu sens qu'il faut avoir quelque chose en plus pour aller les chercher, une chose que seuls l'Atlético et Girona ont en Espagne. Il y a bien évidemment quelques zones d'ombre, comme le poste de latéral gauche où Fran Garcia ne réussit pas vraiment à s'imposer, et où Mendy pourrait avoir une carte à jouer d'ici la fin de saison. Arrizabalaga est une cible facile dans les cages, et tu sens qu'il est vraiment pas au niveau. Les critiques autour de l'arbitrage et le comportement assez discutable de Vinicius commencent à sérieusement prendre de la place dans les débats, mais tout cela reste des détails dans la machine du Real Madrid, qui est toujours au sommet de son art. Quand tu analyses la situation, tu comprends donc pourquoi Ancelotti a prolongé. Aujourd'hui, les non capables de le remplacer se comptent sur les 3 doigts d'une main. Quelques alternatives existent, mais en gardant Ancelotti. En plus d'avoir un entraîneur capable de gérer à la quasi-perfection ton effectif rempli d'ego, tu as un homme et un être humain qui répond à toutes les conditions. Jamais Ancelotti ne s'est plaint, jamais il a eu un mot déplacé, il a toujours été droit, correct, appuyant la direction, même quand elle allait contre lui. Et c'est une forme de respect immense que de prolonger pour le remercier. Carlo était un entraîneur à part, un coach que l'on ne retrouvera plus avant des années, et puisque son successeur désigné, Alonso, ne sera pas disponible, tu vas continuer dans cette position assez bizarre où tu dois gérer l'ancienne génération et la nouvelle. Cette deuxième partie de saison s'annonce très intéressante, que ce soit en LDC où le Real est parmi les favoris, mais n'est pas le favori, comme l'Inter et Manchester City peuvent l'être. En championnat, tout se jouera contre Girona dans un duel fascinant à suivre, et d'ici la fin de saison, on pourrait avoir quelques surprises. Côté joueur, on va enfin découvrir Arda Güler. Le Turc a clairement un rôle important dans la rotation pour permettre à Rodrigo ou Bellingham de souffler, et ce sera un des arcs les plus palpitants à suivre. Le Real Madrid, humilié l'an dernier, doit remporter le championnat pour réussir sa saison, doit faire un beau parcours en LDC, et tous les ingrédients sont réunis pour qu'on assiste à une belle fête. Une saison bizarre qui va clairement être un tournant pour les 3 prochaines années. Certains plans ont changé, et je pense qu'on l'a vu avec les très nombreuses ventes des jeunes du centre de formation. Ancelotti ne leur fait pas confiance, et au lieu de les garder, tu les vends pour qu'ils grandissent, et tu gardes un œil sur eux puisque tu as une clause de rachat. C'est un système qui fonctionne, un système économiquement viable, et ceux qui sont restés comme Peter Federico et Marvel
Real auront un rôle de grand frère pour les nouveaux arrivants. Cette stratégie est cruelle, elle fonctionne, et d'ici la prochaine saison, elle peut aussi être assouplie, puisque Nico Paz, bien ancré dans l'effectif et apprécié dans son vestiaire, pourrait être incorporé définitivement dans l'effectif. Une première depuis le retour d'Ancelotti. Côté Mercato, tu sens que l'arrivée de Mbappé est moins nécessaire, moins supportée, et que la priorité est vraiment sur ce poste de latéral gauche. Assez ironiquement, le meilleur joueur en Liga cette saison est encore un jeune du Real qui n'a pas eu sa chance. Et c'est assez drôle, surtout quand tu sais qu'un autre latéral gauche prometteur appartenant au Real Madrid est en train de déclore du côté de l'AC Milan. Alphonso Davies serait toujours fortement approché, une bonne idée sur le papier mais à voir sur le terrain, et surtout son prix. C'est assez dommage pour Miguel Gutiérrez, qui devrait continuer à performer avec Girona avant de peut-être décoller pour Arsenal. En tout cas c'est là où je le vois le plus personnellement. Côté droit ce serait Juan Lu qui serait visé pour la succession de Carvajal. Vinicius Tobias a fait ses débuts en professionnel en Copa, mais n'a toujours pas eu de vraies chances, et devrait donc suivre le même chemin que Miguel Gutiérrez. Tout est plutôt clair dans le futur du Real, et honnêtement, ça fait vraiment plaisir d'enfin parler de positif dans ce monde du football. Il y a quelques années, tout le monde se moquait de Birmingham, le club formateur de Jude pour avoir retiré son numéro, qui était le symbole de sa polyvalence, de la complexité de son profil. Aujourd'hui, plus personne ne rigole. Tout le monde comprend pourquoi son nom faisait tant de bruit, pourquoi Liverpool a tenté 4 fois de le signer, et tout le monde s'incline. Avec sa saison d'éclosion en Championship qui aide au maintien, son transfert à Dortmund, sa clause de pourcentage activée via son transfert au Real Madrid, Jude Bellingham a sauvé son club formateur. Il l'a grandement aidé, et ça en dit beaucoup sur le joueur, qui malgré son poste dans un club clivant, reste très apprécié en tant qu'humain. Dans ce monde du football où l'argent est jeté par les fenêtres, où les transferts ratés sont plus appuyés que les réussites, Bellingham est un modèle de réussite. Et heureusement pour nous, nous ne sommes qu'au début de l'histoire de ce jeune anglais de 20 ans, qui pourrait déjà conclure sa première saison en Espagne avec un ballon d'or, s'il réussit à continuer jusqu'en finale de Ligue des Champions. Mais attention à ne pas prendre la grosse tête, et surtout à ne pas être devenu trop dépendant de lui. Bref, c'était ma vision du Real en ce début d'année 2024. Qu'est-ce que vous pensez du club leader de Liga avec Girona? Dites-le moi dans les commentaires, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, encore sur la Liga évidemment.